chimie 5e secondaire, la vitesse de réaction, la définition, c'est la vitesse d'une réaction, c'est une quantité, on va retenir qu'elle va être positive. Donc, la vitesse de réaction en chimie va toujours être positive parce que nos quantités de réactifs qui vont être transformés ou nos quantités de produits qui vont être formés, on va les mettre en valeur absolue. Donc, c'est toujours une vitesse positive que nous allons avoir par le fait même. Donc, ça correspond à la variation de la quantité d'un réactif ou d'un produit. Donc, la vitesse de réaction, on peut parler autant d'un réactif que d'un produit. Donc, un réactif, par exemple, qui s'est transformé ou d'un produit qui s'est formé. Et bien entendu, pour avoir une vitesse, c'est un peu comme en physique, il faut avoir, oui, au numérateur, dans le cas de la physique, une distance, dans le cas de la chimie, une quantité, mais sur un temps, donc en fonction du temps. Alors, il y a des réactions chimiques qui se font très, très, très rapidement. Il y en a d'autres qui se font lentement. Donc, une réaction, par exemple, lorsqu'on a des feux d'artifice qui explosent. Alors, ça, c'est une réaction qui est rapide. Lorsque nous avons, par exemple, la formation de la rouille, ça, c'est lent. Donc, les vitesses, donc c'est approprié de parler des vitesses de réaction pour la chimie, donc pas juste pour la physique. Alors, on va donner une définition générale ici. J'ai deux réactifs, A plus B, et j'ai deux produits. Donc, c'est une réaction, c'est une équation hypothétique en fait. Il faut toujours associer au réactif les mots se transforment. Donc, les réactifs, je vais le répéter souvent dans ce cours, alors les réactifs se transforment ou bien vont réagir. Et les produits, eux, se forment. Donc, se forment. Ou on peut dire aussi qu'un produit se produit aussi. Donc, c'est les mots qu'on va associer pour les réactifs et pour les produits. Alors, des bonnes définitions associées à cette équation hypothétique-là qui pourraient être appropriées pour définir la vitesse de réaction. Alors, on pourrait parler, par exemple, d'une quantité de A. Donc, elle peut prendre plusieurs formes, la vitesse de réaction pour cette équation-là. On peut dire que c'est une quantité de A, le A étant un réactif, alors transformé par unité de temps. Il ne faut pas oublier par unité de temps. On peut avoir aussi, et pourquoi qu'on a le mot transformé? C'est parce que c'est un réactif, notre A. Ensuite, ça pourrait être aussi, cette vitesse-là, de cette réaction-là, une quantité de C. La quantité en passant peut être en grammes, peut être en mol, peut être en millilitres. Ça peut être aussi en concentration, mol par litre. Former, le C, lui, c'est un produit. Alors, lui, on va parler de former. Les produits sont formés, sont produits, alors que les réactifs sont transformés. Ensuite, toujours par unité de temps. B, c'est un réactif, donc on va dire, par exemple, que c'est une quantité de B qui a réagi par unité de temps. Et le D, c'est un produit. Donc, on pourrait parler de quantité qui s'est produit. Donc, produit. Donc, quantité de D, D qui s'est produit par unité de temps. Ce sont les mots de vocabulaire. Donc, ça, c'est associé au réactif. Ça, c'est associé au produit. Un réactif va se transformer. Un produit va se former. Donc, vous avez le vocabulaire qui est associé. On n'oublie pas aussi par unité de temps. Ensuite, on va visualiser un graphique. Un graphique qui va nous montrer, en fait, on a la superposition, dans le même, pas la superposition, mais on a les deux courbes dans le même graphique d'un produit ou des produits qui se forment lors d'une réaction chimique et des réactifs qui vont se transformer lors d'une réaction chimique. C'est un graphique qui est qualitatif, je n'ai pas mis de valeur là. Donc, on a une quantité ici pour la courbe bleue, donc c'est normal. Elle commence avec une très grande valeur de particules. En fait, cette quantité-là, c'est la quantité, hein? C'est la quantité en fonction du temps. La quantité peut être en grammes, peut être, comme je l'ai mentionné tantôt, en mol, etc. Ici, on l'a exprimé la quantité par nombre de particules. Donc, le nombre de particules de réactifs, c'est normal, au début de la réaction, nous en avons beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, cette quantité-là? Donc, la quantité, ici, on va l'inscrire. La quantité, nous avons un ou des réactifs.
Alors, cette quantité-là de réactif, elle va diminuer au fur et à mesure que la réaction va avancer dans le temps. Donc, ça diminue dans le temps. C'est normal que la courbe, hein, lorsque le temps augmente, c'est normal que nous ayons de moins en moins de réactifs présents dans un système. Et à l'inverse, lorsque nous avons des produits, c'est normal d'avoir aucun produit au début de la réaction formée, parce que la réaction, elle est à son début. Donc, lorsque, par exemple, nous mélangeons deux réactifs, mais juste avant de les mélanger, c'est normal, il n'y a pas encore de produit formé. Et dans le temps, ce que ça va faire au niveau de la quantité, même chose, on peut avoir un ou plusieurs produits formés au niveau de la quantité de produits qui va être formée par unité de temps, eh bien, elle va augmenter. Donc, cette quantité-là, la flèche veut dire augmenter dans le temps. C'est ce qu'on va avoir là, au cours de la réaction. Ensuite, nous allons parler, la vision globale, en fait, j'en ai pas parlé au début du cours, mais nous allons parler de la façon de calculer une vitesse de réaction, de la façon aussi de la modifier, cette vitesse de réaction-là. On va voir dans le deuxième cours les facteurs qui vont influencer la vitesse de réaction. Et ensuite, on va voir aussi un lien avec les diagrammes énergétiques qu'on a déjà vus antérieurement avec deux de ces facteurs-là qui vont influencer la vitesse de réaction. Passons maintenant, vous êtes à votre document, j'ai oublié de le mentionner, votre document, vous pouvez identifier les pages pour ce cours-ci, c'est la partie 1 de notre théorie portant sur la vitesse de réaction. Vous allez avoir 8 pages, en fait, 8 pages d'identifier. Alors, sur la deuxième page, vous avez l'expression de la vitesse de réaction. En fait, on a parlé tantôt des différentes définitions qu'on pouvait avoir. Hein. On pouvait avoir comme définition de la vitesse de réaction que c'était des réactifs qui sont transformés par unité de temps ou des produits qui sont formés par unité de temps. Alors, on n'oublie pas, les réactifs sont toujours du côté gauche hein, de la flèche, les produits sont du côté droit. On dit que la vitesse, on va la noter quand même V comme en physique, sera une quantité de matière qui va être sur un intervalle de temps. Comme on l'a mentionné tout à l'heure, la quantité de matière peut prendre différentes formes. Le temps aussi, on a des réactions en chimie qui sont très, très lentes ou rapides. Donc, on va y aller avec des secondes, des millisecondes. On peut y aller avec des heures, des minutes. On peut y aller aussi avec des jours. Dans une réaction chimique, les réactifs, très importants, on le répète, sont transformés. Les réactifs sont transformés et les produits sont formés. Alors, donc, la vitesse se précise et devient sous cette forme. Alors, lorsqu'on parle de vitesse de réaction, en fait, on parle de quantité de réactifs sur un temps. Et on n'oublie pas, on le répète, hein, les réactifs, on parle comme mot-clé hein, qui se transforme. Donc, un réactif se transforme par unité de temps. Et pour le produit, alors la vitesse, si on parle d'un produit en particulier, ben, ce sera une quantité de produit qui sera formée. Hein, on n'oublie pas que les produits se forment par unité de temps. Et les unités, j'en ai illustré ici quelques-unes pour la vitesse. Alors, au numérateur, la quantité peut être en grammes, le temps peut être en secondes. Ça peut être en mol, le temps peut être en minutes. On peut avoir des grammes en minutes, par minute. On peut avoir des grammes par heure. Nous avons par la suite une unité au numérateur pour la quantité qui peut être aussi la concentration. Nous avons aussi, on peut avoir, comme je l'ai mentionné tantôt, donc la concentration par minute ou la concentration par seconde. Nous avons aussi les grammes par heure, nous avons des millilitres par seconde, on peut avoir des litres par seconde, etc. Alors, ce sont les unités possibles de la vitesse d'une réaction en chimie. C'est plus varié, aussi varié que les vitesses qu'on retrouve en physique. Maintenant, on va aller toujours sur la deuxième page, on va aller faire l'exemple A. Nous avons à notre disposition 0,95 grammes de magnésium qu'on va faire réagir avec de l'acide chlorhydrique. En passant, ce laboratoire-là, ben ce matériel-là, ces substances-là, l'acide chlorhydrique et le magnésium, sont des substances qu'on va utiliser en laboratoire pour aller calculer justement une vitesse de formation du dihydrogène.
Alors ici, ce qu'on a comme contexte pour cette question, nous avons que le magnésium, nous en avons 0,95 grammes de magnésium. Vous avez un peu d'espace juste après. Oups, on a oublié ici un petit zéro. Donc, pour les chiffres significatifs, on l'ajoutera. Donc, vous l'avez, je pense, sur votre document, mais c'est sur mon document à moi ici que je ne l'avais pas. Alors, vous avez ici, on va l'écrire, tiens, du magnésium qui est solide et qui va réagir avec de l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique qui est en solution aqueuse, hein, le solvant c'est de l'eau, et on va avoir, et on va le voir en laboratoire, on l'a même observé l'an passé, on va avoir la formation d'un sel, donc du dichlorure de magnésium qui est à l'état aqueux, et nous allons avoir une libération, la formation de l'hydrogène gazeux lors de cette réaction-là. Alors, ce qu'on utilise ici, le contexte, c'est qu'on a utilisé 0,95 grammes de magnésium qu'on a fait réagir avec de l'acide chlorhydrique qui est concentré 0,1 molaire. On nous dit qu'au bout de 280 secondes, la réaction s'arrête et on note qu'il reste 0,50 grammes de magnésium. Alors, ce qui est très, très important, la subtilité ici de la chose, lorsque vous avez à calculer une vitesse de réaction, ce n'est pas avec les quantités de réactifs que nous avons à notre disposition ou qui nous restent à la fin. C'est toujours avec une quantité de réactifs qui a réagi. Ça, c'est très important. En fait, on a vu qu'une réaction chimique, je vais l'équilibrer, donc une réaction chimique, on a vu que avec l'équation, nous avons en fait les substances qui réagissent et lorsqu'on équilibre l'équation, nous avons les quantités qui réagissent. Mais attention, lorsque nous avons ces quantités-là avec ces substances, lorsque j'ai par exemple une mole de magnésium qui réagit avec 2 moles d'acide chlorhydrique pour donner 1 mole de dichlorure de magnésium et 1 mole de dihydrogène, en fait, ce que vous avez, comment on peut traduire ça? C'est que ça prend 1 mole de magnésium solide qui vont réagir. Alors, le mot réagir est très important, avec 2 moles d'acide chlorhydrique qui vont participer à la réaction pour avoir la formation d'une mole, en fait, de dichlorure de magnésium et d'une mole de dihydrogène. Alors, comprenez-vous, pour la vitesse de réaction, ça nous prend des quantités qui ont réagi. Alors, si on veut poser notre problème, nous avons donc ici une vitesse à calculer. Qu'est-ce qu'on nous a donné? On nous a donné en fait une quantité qui était la masse initiale du magnésium mis à notre disposition lors de cette réaction, qui est en grammes. Nous avons par la suite la masse finale. Donc, il nous reste, lorsque le temps de 280 secondes, après 280 secondes, il nous reste dans le système 0,50 grammes de magnésium toujours. Et ça, c'est après un temps de 280 secondes. Donc, on pose notre problème, qui est celui-ci. Donc, la pose de notre problème. Ensuite, nous avons besoin, la formule en fait, c'est toujours, elle est générale, c'est une quantité, mais dans le cas ici du magnésium, il a réagi, c'est un réactif. Alors, on va la calculer de quelle façon? On va la calculer avec la masse qu'on retrouve à la fin, moins la masse. Alors, c'est un écart, bien entendu, ici, ça va être un écart de masse, toujours en valeur absolue, parce qu'on ne veut pas des vitesses qui sont négatives. Allez voir dans la définition sur la première page, on voulait avoir toujours des valeurs positives. Sur un temps, lorsque on vous impose des unités, prenez soin de regarder, on vous impose des grammes, ici, par seconde. Alors, nous allons écrire notre delta T ici. Vous aurez à ce moment-là substitué. Donc, on va substituer avec ce qu'on nous a donné. Ce sera la vitesse, en fait, de transformation de cette quantité-là de magnésium. Quelle est cette quantité? En fait, il nous reste 0,50 grammes. Et au départ, nous avions 0,95 grammes, le tout en valeur absolue. Et par la suite, notre temps qui était déjà en secondes, 280 secondes. Alors, nous allons faire le calcul.
Ici, on soustrait, donc on va avoir, j'ai deux chiffres ici après la virgule, deux chiffres après la virgule. On fait un petit peu de chiffres significatifs ici, mais en fait, on va garder 0,45 grammes. On va garder le même nombre de chiffres après la virgule que celui qui en a le moins, mais les deux en ont deux. Divisé par un nombre que trois chiffres significatifs, alors on va arrondir pour garder deux chiffres significatifs. Donc, vous pouvez l'écrire 0,16 grammes par seconde, ou bien vous pouvez l'écrire 1,6 par 10 à la moins 3 grammes par seconde. Voyez-vous comment est exprimée la vitesse de transformation ici de notre magnésium? Allons voir B maintenant. B, calculer toujours une vitesse. On va poser notre problème, on cherche une vitesse de réaction, cette fois-ci en mol par seconde. Alors, comme on avait déjà notre écart, on peut procéder de cette manière-là. On avait déjà notre écart des masses qui était égal en A à 0,45 grammes. Oups. Donc 0,45 grammes. On peut tout simplement, avec le tableau périodique, aller transformer notre, c'est un traducteur, notre tableau périodique, notre nombre de grammes en mol tout simplement. Et on va utiliser toujours ici le même temps, mais cette fois-ci, on veut avoir des mols par seconde comme définition de la vitesse. Alors, dans un premier temps, la transformation de nos grammes en mol. Alors, on utilise le tableau périodique. C'est avec le tableau périodique que nous faisons cela. Une mole dans le tableau périodique de notre magnésium, arrondissez la masse à l'unité. Alors, c'est comme si j'avais un nombre infini de chiffres significatifs, la même chose pour la mole. Lorsqu'on va calculer, donc ici, j'ai deux chiffres significatifs, nous allons arrondir à deux chiffres significatifs notre valeur, ce qui va nous donner, dans le traitement des unités, on voit bien que ce sont des moles qui vont rester. Donc, ce qui va nous donner 0,19 moles. Nous avons nos deux chiffres significatifs. Par la suite, nous avons à calculer la vitesse. Notre quantité, elle est en moles. Et nous divisons par le temps qui est en secondes. Ce qui va nous donner, j'ai deux chiffres significatifs avec trois chiffres significatifs. Nous allons arrondir pour conserver deux chiffres significatifs, ce qui va nous donner 6,7 par 10 à la moins 5 et l'unité mol par seconde. Alors, voici la vitesse en B. Maintenant, en C, on nous demande de calculer la vitesse, cette fois-ci en grammes par minute. On va se servir de ce que nous avions en A, bien entendu. Alors, on veut la vitesse. On va tout de suite ramener notre delta des masses qui correspondait à 0,45 grammes. On a notre temps, donc notre temps ici qu'il faut travailler. Donc, on nous l'a donné, notre écart de temps. En passant, vous pouvez l'écrire delta t, ou tout simplement t, ça ne dérangera pas. Nous avions notre 280 secondes. Alors, nous allons tout de suite travailler notre temps et le transformer, lui, en minutes. Alors, ça correspond à combien de minutes? Sachant qu'on sait qu'une minute, nous retrouvons 60 secondes. Alors, si nous effectuons notre transformation, vous pouvez montrer aussi tout de suite la division par 60 secondes. Pas nécessaire de faire tout ça. On pourrait ici diviser tout de suite par 60 et donner la correspondance en minutes. Alors, en minutes, nous allons avoir une valeur quand même qui va être assez élevée, qui va correspondre à, donc on a trois chiffres significatifs, donc on peut arrondir tout simplement pour notre temps qui va être en minutes. Donc notre temps qui va être en minutes de 4,7, donc minutes. Et nous pouvons le substituer par la suite pour le calcul de notre vitesse. Donc, nous avons notre 0,45 grammes qui contient aussi deux chiffres significatifs que nous allons diviser par notre 4,7, donc 4,7 minutes. Par le traitement des unités, nous voyons bien que ça va nous donner donc, si on garde deux chiffres significatifs, 9,6 par 10 à la moins 2
ce sera comme unité des grammes par minute. Pardon. Alors, on continue. Vous allez avoir dans votre document la troisième feuille. Alors, en fait, c'est une façon similaire à la physique que nous avons de calculer des vitesses de réaction. En fait, il y a un laboratoire qui va porter là-dessus, justement, avec la formation du dihydrogène lors de la réaction du magnésium avec l'acide chlorhydrique. Pardon. L'exemple B maintenant, nous avons l'ammoniac qui est utilisé comme engrais chimique en agriculture. Il est produit par la réaction du diazote avec le dihydrogène. La vitesse ici de production de l'ammoniac. L'ammoniac, ici dans notre équation, c'est un produit. Donc, c'est pour ça qu'on dit c'est la production de l'ammoniac. On nous donne la vitesse. La vitesse, elle est en concentration par seconde, donc des moles par litre, divisé par des secondes. Donc, ça nous donne des moles par litre seconde. Alors, quelles sont les vitesses correspondantes de la transformation du diazote et du dihydrogène? Vous allez voir que dans le manuel de chimie, on vous donne une grande formule avec les concentrations, mais nous, ce que nous allons faire, tout simplement, c'est de la stoichiométrie. En fait, les grandes formules et les façons de faire qu'on vous montre dans le manuel, vous pouvez apprendre ça par cœur. Ces formules-là ne seront pas données dans les examens, mais en fait, ça découle de la stoichiométrie. Alors, ce sont des formules qui tiennent compte de la stoichiométrie, mais comme nous sommes équipés, nous sommes capables d'en faire de la stoichiométrie, on n'a pas besoin de ces formules-là. Alors, qu'est-ce qu'on veut trouver? Laissez quand même des espaces sous l'équation. Vous l'avez sur votre document. On va poser notre problème un petit peu plus bas. Alors, ce qu'on nous a donné, en fait, comme information dans l'énoncé de la question, on nous a donné que ce qui a été formé, la vitesse de formation pour l'ammoniac, la vitesse de formation de l'ammoniac, ce qui a été formé, c'est 5,0 par 10 à la moins 6. Ce sont des concentrations, mol par litre, et ça s'est formé par seconde. Alors, c'est la vitesse qu'on nous a donnée. Bien souvent, ce qu'on va faire, on va l'écrire un peu comme dans l'énoncé de la question, on va placer le seconde tout de suite à côté de litre. Alors nous, on veut calculer, les vitesses qu'on veut calculer, on veut calculer la vitesse de transformation du diazote et nous voulons calculer la vitesse de transformation du dihydrogène. C'est ce qu'on veut trouver. Alors, nous allons aller chercher dans l'équation, on va aller faire de la stoichiométrie pour aller trouver tout simplement la bonne quantité en mol. Puis par conséquent, ben, on prend pour acquis que c'est 1 litre qui était en jeu et c'était un temps d'1 seconde aussi. Donc, on va se concentrer tout simplement sur la quantité en mol ici. Alors, nous avons notre connu ici qui est pour l'ammoniac. On va commencer pour le diazote en premier. Alors, ici, nous avons pour l'ammoniac la quantité qui a été formée et on veut connaître la quantité en mol qui a été transformée de notre diazote. Alors, nous allons aller chercher la deuxième ligne de la règle de 3 dans l'équation, ça s'appelle faire de la stoichiométrie. Alors, on sait que si nous avons 2 moles d'ammoniac qui sont formés, nous aurons simplement 1 mol de diazote qui aura participé, qui aura été transformé pour, en fait, fabriquer l'ammoniac. Alors, c'est terminé. On a juste à faire notre règle de 3. Alors, vous avez 1 mol multiplié par le 5 par 10 à la moins 6. J'avais oublié mon unité tantôt. Mol divisé par 2 mol. On va donc avoir au niveau du diazote qui a été transformé 2,5 par 10 à la moins 6 mol. Alors, nous avons 2,5 par 10 à la moins 6 mol que nous avons obtenu. Et voilà. Donc, par la suite, on nous demande, bon, c'est la vitesse en fait, donc on a trouvé la quantité en mol de notre diazote et on veut connaître la vitesse, mais en fait, la vitesse va tout simplement être la quantité que nous avons. C'était en lien avec les concentrations. Donc, on suppose qu'on avait
toute façon, on a utilisé hein, dans l'équation, ici en dessous de l'équation, des mols, mais c'était pour 1 litre. Et voilà. Et nous avons, en fait, ça s'est effectué, elle était ramenée pour 1 seconde, hein, cette vitesse-là, au niveau de la formation de l'ammoniac. Alors, nous avons notre seconde. On va procéder de la même façon pour aller calculer la vitesse, cette fois-ci, de la transformation du dihydrogène. Alors, la vitesse de transformation du dihydrogène, on va faire encore notre stoichiométrie. On va ramener notre équation, si on veut bien faire la chose. Donc, nous avons le diazote et 3 mols de dihydrogène qui participent à cette réaction. Nous avons l'ammoniac qui est formé. Alors, même chose, on peut reprendre exactement le 5,0 par 10 à la moins 6 mol, qui était par litre, et nous voulons connaître la quantité de mol de dihydrogène qui a participé à cette réaction-là. Alors, faire de la stoichiométrie, on le répète, hein, c'est d'aller chercher l'information dans l'équation bien équilibrée. Nous avons comme unité des mols. Les mols, c'est le coefficient stoichiométrique qui nous donne les mols. Même chose ici, nous avons 3 mols. En fait, notre recette nous dit qu'avec 3 mols de dihydrogène qui vont être transformés, nous allons former 2 mols d'ammoniac. Alors, lorsque nous effectuons notre calcul rapidement, 3 mols multiplié par notre 5 par 10 à la moins 6 mols, divisé par 2 mols, nous aurons une quantité qui va être égale à 7,5 par 10 à la moins 6 mols. Par le fait même, la vitesse de transformation du dihydrogène sera égale à 7,5 par 10 à la moins 6, même raison que tantôt, hein, on avait utilisé pour 1 litre, et c'était par seconde. L'exemple C, toujours sur la même page, nous avons le cyanure d'hydrogène, qui est un gaz très toxique qui se produit à l'aide du méthane et de l'ammoniac. On vous demande quelle est la vitesse de formation du dihydrogène. Pourquoi le mot formation? Hein? C'est parce que, on le répète souvent, les produits se forment, sachant que la concentration de l'ammoniac passe de cette quantité à cette quantité-là. Donc, l'ammoniac est un réactif. Alors, nous aurons à aller faire encore de la stoichiométrie. Je vous demanderai de laisser quelques lignes, un espace. Il n'y a pas vraiment des lignes sur votre document, mais un espace. Nous allons poser notre problème. Ce que nous avons comme quantité de données, en fait, nous avons la quantité de l'ammoniac. Alors, l'ammoniac, la concentration, c'est la concentration. On nous l'a donné pour l'ammoniac du NH3. On nous a donné sa concentration initiale. Donc, on peut utiliser, on l'a vu tantôt dans les unités hein, de la vitesse en chimie, des grammes par seconde. On peut avoir des concentrations par seconde, des concentrations par minute, etc. Alors, c'est ce que je vais utiliser ici, la concentration initiale de l'ammoniac. Et l'ammoniac étant un réactif, il va donc se transformer. Alors, après un certain temps, qui est 90 secondes, on va l'écrire dans quelques secondes, il nous reste pour la concentration finale de l'ammoniac, une valeur correspondant à 0,060 mol par litre. Alors, on peut voir hein, qu'il y a une quantité quand même d'ammoniac qui a réagi et pendant un temps de 90 secondes. Est-ce qu'on nous impose ici une unité de vitesse? Non. Alors, l'unité de vitesse sera naturellement en mol par litre divisé par des secondes, donc mol par litre seconde. Alors, vous avez ici, dans un premier temps, à calculer, parce qu'on nous a donné les quantités initiales et finales d'ammoniac, et l'ammoniac est un réactif. Nous, ce qu'on veut connaître, c'est la quantité qui a réagi, alors qui s'est transformée. Alors, il faut la calculer. C'est un écart des concentrations d'ammoniac. Nous allons calculer cet écart-là, donc ce qui a vraiment réagi. Alors, vous avez toujours en valeur absolue parce qu'on ne veut pas hein, de vitesse négative, jamais en chimie. Alors, nous avons nos quantités ici qui sont exprimées en concentration, en fait. Nous obtenons en valeur absolue une valeur qui va être positive. Alors, cette quantité correspond à 0,14 mol. Alors, c'est notre quantité qui a été
transformer et dans un temps de 90 secondes, il nous reste tout simplement à trouver la vitesse de notre NH3 qui va être égale à 0,14 mol. En fait, c'est des mols, pardon, là, c'est des mols par litre. Alors, des mols par litre. Et nous avons des mols par litre qui sont divisés par notre 90 secondes. Alors, nous allons conserver deux chiffres significatifs. Et voilà, mol par litre par seconde. Donc, ce sont des mols par litre par seconde, tout simplement. Ça nous donne une vitesse. Donc, est-ce qu'on nous la demandait de cette manière? Oups, pardon, ça c'était la vitesse de formation. C'est la vitesse en fait que nous cherchons, hein? Si on retourne faire la lecture, c'est la vitesse de formation du dihydrogène. Mais quand même, vous l'avez vu. OK, vous l'avez vu. Ça, c'est la vitesse de transformation de l'ammoniac. Donc, je suis allé un petit peu plus loin, mais en fait, on peut s'en servir pour calculer, hein. On peut s'en servir par la suite. On retourne faire de la stoichiométrie avec, ou bien tout simplement, ce que nous faisons. Oui, c'est ça, on va aller faire de la stoichiométrie. Je m'excuse. Ben, c'est ça, on va aller faire notre stoichiométrie. J'étais un petit peu mélangé. Je pensais que j'avais terminé de répondre à ma question. Alors, on vient de calculer par le fait même, si on vous l'avait demandé, on vient de calculer la vitesse de transformation de l'ammoniac, mais retournez dans votre énoncé de question, hein, c'est la vitesse de formation du dihydrogène. Alors, on y va. Alors, ce que j'ai, je peux repartir avec mon 1,6 par 10 à la moins 6 mol. Je peux partir tout de suite avec ça ici, hein? Et voilà, on l'a calculé. Donc, la quantité ici qui avait été transformée. Alors, vous avez 1,6 par 10 à la moins 3, c'est notre connu, mol par litre. On peut laisser tomber le par litre, mais c'est sous-entendu ça finalement, là. Et vous avez à connaître à combien de mol ça va correspondre parce qu'on veut connaître. Donc, mol par litre, vous pouvez l'inscrire comme ça aussi. Et voilà. Ensuite, nous allons trouver dans notre équation équilibrée notre nombre de mols, qui est de 1 pour l'ammoniac. Assurez-vous que les équations sont bien équilibrées. Et de 3 mols pour le dihydrogène. En fait, on va faire quoi? On va multiplier la vitesse de réaction du dihydrogène par 3. La vitesse de transformation de l'ammoniac par 3 pour trouver la vitesse de transformation du dihydrogène. Oups, là, je vais un petit peu trop vite. J'ai passé une petite étape. Alors, la petite stoichiométrie, je la fais ici parce que je manque de place. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? C'est que nous allons multiplier notre 1,6 par 10 à la moins 3. Hein, mol par litre, là, multiplié par notre 3 mol, le tout divisé par notre 1 mol. Donc, vous allez obtenir 4,8 par 10 à la moins 3 mol par litre. Et par la suite, nous pouvons tout de suite dire que c'est la vitesse. Donc, j'ai pris un chemin qui était différent, là, mais donc, je peux tout de suite dire, parce que ça s'est transformé, j'ai utilisé en fait la vitesse. Et voilà. Peut-être une petite façon. Pourquoi que je ne ramène pas ça sur 90? Parce que j'ai pris tout de suite la quantité ici. Si vous voulez le faire avec le point 14 que nous avions trouvé avant, on peut le faire. Laissez-moi quelques secondes. Donc, il va nous rester juste à le diviser par... donc, c'est ça. Donc, si vous pouvez... C'est peut-être mêlant, ma manière de faire, mais je vais vous le montrer. Tiens, on aurait pu tout simplement le faire de la façon suivante. Je vais recommencer, là. Lorsqu'on a calculé tantôt la quantité de notre ammoniac, donc qui avait été... je vais laisser tomber les états, là. Donc, la quantité d'ammoniac, rappelez-vous tantôt, qui avait été
transformer. On avait trouvé 0,14, hein, vous vous souvenez? Donc, on pouvait faire notre règle de 3 tout simplement avec ça. Ça va revenir au monde, au même, pas au monde, là, mais au même. Alors, on va procéder de cette manière. Oups, j'ai fait une petite erreur, je m'en excuse. Donc, on veut savoir à combien de moles ça correspond pour le dihydrogène. On va aller trouver dans notre équation le nombre de moles. Alors, j'en ai 3 moles ici, j'en ai 1 mole ici. Ça va revenir au même. Vous allez arriver à plus ou moins quelques petites décimales de différence parce qu'ici, j'ai arrondi mon point 14. Alors, vous allez obtenir votre point 14 multiplié par 3 moles. Donc, je suis en train de faire une autre façon de faire. En fait, j'aurais pu l'utiliser tout de suite, mais ça me partit de l'idée. Alors, ça va vous donner en fait une valeur qui va être de 4, le 6 va être périodique, n'est-ce pas? Et par 10 à la moins 3, par 10 à la moins 3 mol. Ensuite, ben, si vous voulez calculer tout simplement votre... C'est toujours en lien avec des litres, mol par litre. Donc, si vous voulez calculer votre vitesse, on peut les écrire nos petits litres ici, hein? Oups, ici, pardon. Donc, si vous voulez calculer votre vitesse, donc mol par litre, si on veut être correct avec les petites unités, alors vous allez obtenir sensiblement la même valeur, là. Oups, j'ai fait une petite erreur de calcul, j'ai devancé ici, j'avais donné déjà la réponse, je m'en excuse. Oups, on est un petit peu mêlé, hein? Ça l'arrive, même en classe et même dans les cours en ligne. Hein? Alors ici, c'était plutôt 0,42, mais c'est un arrondi hein, que j'avais fait. Alors, on n'arrivera pas exactement à ce que j'ai trouvé. Mol par litre, et vous allez diviser par votre 90 secondes, donc ça revient au même. On divise par notre 90 secondes. Vous allez obtenir une valeur qui va être plutôt de l'ordre d'à peu près de 4,7 par 10 à la moins 3, au lieu du 4,8 par 10 à la moins 3. Donc, c'est en fait la même chose. Là. Donc, vous allez obtenir des mols par litre par seconde, et voilà. Par la suite, nous sommes rendus à la feuille numéro 4. À la feuille numéro 4, nous aurons donc une nouvelle notion ici, c'est la vitesse associée aux états, à la phase solide, liquide, gazeux, aqueux, et aussi au nombre de liaisons. Donc, on va regarder, en fait, l'état et le nombre de liaisons, ça va influencer sur une vitesse de réaction. Plus vous avez une structure cristalline, donc solide, à briser lors d'une réaction chimique, alors plus la réaction va être lente. Si on prend par exemple du fer à l'état solide qui va rouiller, c'est lent comme réaction. Et nous avons par la suite les phases. Donc les phases, les liaisons, pardon. Donc, les phases, c'est l'état, en fait. Donc, les liaisons. Même chose au niveau des liaisons. Si vous avez, par exemple, des hydrocarbures, vous avez l'octane et vous avez le méthane. Le méthane, c'est CH4, l'octane, c'est du C8H18. Alors, lors de la réaction de la combustion, par exemple, de ces deux hydrocarbures-là, eh bien, plus il y a de liaisons à briser. Donc, on pense à la représentation structurale, par exemple, qu'on a utilisée lors des bilans énergétiques. Alors, plus nous avons de liaisons à briser, plus la réaction, elle est lente. Alors, il faut retenir ça, c'est du par cœur. Donc, une structure cristalline, une structure qui est solide, c'est plus difficile à réagir. Donc, vous allez avoir une réaction lente. Un état solide, par exemple, par rapport à un état liquide, l'état solide va réagir beaucoup plus lentement. Par contre, si votre substance est à l'état liquide, elle va réagir plus rapidement que la même substance à l'état solide, et ainsi de suite. Si elle est à l'état gazeux, c'est encore plus rapide. Et la réaction aussi, elle est encore plus rapide à l'état aqueux. Allons voir toujours sur la même feuille les liaisons. Donc, les liaisons, même chose. Si on veut représenter, vous avez un espace ici, si on veut représenter la molécule de méthane, alors la molécule de méthane, par la représentation structurale, on sait que le carbone est ici, vous avez les liens hydrogène qui sont ici. Vous avez en fait pas beaucoup de liens à briser lors de la réaction, lors de la combustion de cet hydrocarbure-là. Par contre, si vous regardez la combustion dans le bas,
de l'octane, qui est un hydrocarbure où on retrouve beaucoup de liaisons. En fait, le carbone, vous retrouvez 8 atomes de carbone qui sont liés, n'est-ce pas? Alors, voyez-vous la grosse molécule déjà au niveau des réactifs que nous sommes en train de dessiner. Vous pouvez la dessiner, vous avez un espace. Ensuite, vous avez vos liens qui sont hydrogène de part et d'autre des atomes de carbone. Et ces liaisons-là sont au nombre de 18. Alors, voyez-vous la grosse molécule qu'il faut dans l'infiniment petit briser lors de cette combustion-là. Alors, ça va ralentir sa vitesse de réaction. C'est comme donner comme image les blocs Lego. Les blocs Lego, si vous en avez beaucoup d'assemblés et qu'on vous demande de les désassembler, ça va être une réaction qui va être beaucoup plus lente que si vous en avez quelques-uns d'assemblés. Donc, c'est un peu la structure au niveau de l'infiniment petit des molécules. Ça ressemble à des blocs Lego, en fait. Maintenant, on va généraliser, donc on retient ça. Si le nombre de liaisons est petit, la vitesse, elle est grande. Mais attention, une vitesse qui est grande, ça veut dire que le temps, là, il est petit. Retenez ça. Donc, nous avons un écart, un petit temps. Cette réaction-là va se faire dans un petit laps de temps. Par contre, si vous avez un nombre de liaisons qui est grand, vous allez avoir une vitesse petite. Ça veut dire un écart de temps, un laps de temps qui est grand. Donc, faites attention, il y en a qui se font pogner dans les examens avec ces notions-là. Si la vitesse est grande, ça veut dire que le temps il est petit. Donc, faites attention. Ensuite, toujours sur la même page, nous avons un autre exemple, l'exemple D. Nous avons deux réactions en fait, et on nous demande laquelle a la plus grande vitesse, celle qui va se produire le plus rapidement. Alors, ici, du côté des réactifs, on regarde, nous avons de l'état. Donc, ça fait référence, l'exemple D fait référence à la phase, à l'état ou état. Donc, nous allons aller voir la deuxième. Donc, regardez l'état. Nous avons que les deux réactifs sont à l'état aqueux, alors que dans la première réaction, nous avons un réactif qui est à l'état solide et seulement un qui est à l'état aqueux. Alors ici, nous regardons l'état. Si vous retournez voir la hiérarchie ici, on avait au début, c'est l'état solide qui est le plus lent à réagir, et nous avons justement une équation qui nous montre un état solide. Alors, celle qui va être la plus lente, alors ici, c'est une réaction qui va être lente parce que nous avons du côté des réactifs un état solide avec un état aqueux. Donc ici, l'écart de temps va être, donc la réaction qui est lente veut dire qu'on va avoir une vitesse qui est petite. La vitesse va être petite. À ce moment-là, si la vitesse est petite, vous allez avoir un écart de temps qui est grand. Par la suite, donc on nous demandait laquelle a la plus grande vitesse. Alors, c'est notre système 2 parce que nous avons les deux réactifs qui sont à l'état aqueux, et ça, on a vu ça tantôt dans la hiérarchie, c'est l'état aqueux qui l'emporte sur l'état solide. Alors, vous allez avoir une vitesse qui va être grande, ça se fait rapidement, donc ça veut dire que c'est rapide. Qui dit vitesse grande, on va dire, donc c'est une réaction qui est rapide, une réaction rapide. Et si c'est une réaction rapide d'une vitesse qui est grande, ça implique quoi? Ça implique que ça ne prend pas de temps. La réaction se fait rapidement dans le temps. Donc, l'écart de temps, il est petit. Ensuite, allons voir l'exemple E qui est en lien cette fois-ci. Si on regarde les deux exemples, les deux réactions, nous avons dans les deux cas des états gazeux et nous avons et voilà, donc on ne peut pas jouer sur l'état. Donc, à ce moment-là, sur quel facteur allons-nous intervenir? Sur le nombre de liaisons. Donc, sur les liaisons, on va regarder. On va aller faire une représentation structurale de la situation. En fait, ici, on a l'octane qui brûle. Et l'octane, alors, nous avons, pas l'octane, pardon, nous avons un hydrocarbure ici qui brûle. Alors, nous avons nos trois liens ici de carbone qui sont reliés et nous avons ici nos liaisons
d'hydrogène. Nous avons une molécule, 5 moles de dioxygène qui vont réagir, mais regardez cette substance-là qui brûle, regardez tous les liens que nous avons à briser. Donc, les hydrocarbures, que ce soit le propane, l'octane, le méthane, on a toujours des liens de carbone et d'hydrogène. Par contre, ici, c'est aussi une combustion, mais cette fois-ci de l'hydrogène. Et l'hydrogène, eh bien, nous avons simplement une liaison à briser. Alors, on va regarder le nombre de liaisons. À ce moment-là, ici, si on revient à cet exemple-là avec notre hydrocarbure, nous aurons, en fait, une réaction ici qui va être lente, en tout cas qui va être plus lente, réaction qui va être lente. Pourquoi? Il y a plus de liens à briser que dans la deuxième. Donc, vitesse qui va être petite. Par le fait même, vous allez avoir un écart de temps qui va être grand parce que c'est lent. Et l'autre réaction, ça va être vraiment, on n'a pas beaucoup de liaisons à briser. Donc, ça va être une réaction qui va être rapide. Si vous avez une réaction qui est rapide, ça veut dire que vous avez une vitesse qui est grande, ça se fait rapidement, et par le fait même, vous aurez un delta temps qui va être petit. La vitesse, hein, quand vous regardez la formule en physique, la vitesse qui est égale à une distance sur un temps, la vitesse et le temps, c'est inversement proportionnel. Donc, ça veut dire grande vitesse, petit temps. Et à l'inverse, petite vitesse, grand temps. Maintenant, vous êtes rendu dans votre document à la page numéro 5. Vous avez d'autres exemples portant sur les façons de mesurer la vitesse de réaction. Je reviens là-dessus, ce qu'on a fait tantôt. Alors, l'exemple F, vous avez un morceau de magnésium qui va réagir toujours avec de l'acide chlorhydrique. Vous avez cette équation-là. Le temps, ça se fait en 4 minutes 30 secondes, 4 minutes et demie. On nous a donné les quantités aussi pour le magnésium. Bien entendu, regardez, très important le vocabulaire, c'est la quantité qui réagit. Donc, on n'aura pas à la trouver. Et nous avons cette quantité-là qui a été placée dans de l'acide chlorhydrique qui était concentré 1 molaire. Alors, vous avez à calculer la vitesse de réaction en grammes par seconde la vitesse de réaction, bien entendu, du magnésium, c'est sous-entendu, et calculer la vitesse de cette réaction en mol par seconde. Alors, on va se pratiquer. Nous avons, on va passer en fait, on n'aura pas de stoichiométrie à faire ici, parce qu'on parle juste du magnésium, mais on nous a tout donné concernant le magnésium. Alors, on peut poser notre problème. Le problème, on va le poser de la façon suivante. On nous a donné tout de suite la masse du magnésium qui a réagi, donc qui a été transformée, c'est celle-ci. Par contre, elle est en milligrammes, on va la diviser par 1000, cette quantité-là, pour l'avoir en grammes. On aura donc, à ce moment-là, 0,0120 grammes. Le temps, parce qu'on nous impose une unité dans un premier temps, on veut calculer la vitesse en grammes par seconde. Alors, notre temps, pardon, a été donné en minutes dans l'énoncé de la question. Donc, c'est 40 minutes, 30 secondes. Alors, 40 minutes, c'est combien de secondes? Vous pouvez tout de suite multiplier 4 par 60, faire une règle de 3. Alors, le 4 minutes, déjà là, c'est 240 secondes, mais on a déjà 4 minutes 30 secondes, 4 minutes et demie. Donc, le temps total, en fait, sera 240 secondes plus 30 secondes, donc égal à 270 secondes. Donc, c'est notre temps total. Alors, on a fait notre petite transformation ici. Il nous reste tout simplement à calculer, parce qu'on la veut, cette vitesse-là, dans un premier temps, de transformation du magnésium. On la veut en grammes, donc 0,0120 grammes par seconde. Notre temps étant de 270 secondes, ce qui va nous donner, si on respecte les chiffres significatifs, 4,44 par 10 à la moins 5 grammes par seconde. On la veut aussi, cette vitesse-là, en mol par seconde.
Alors, notre quantité ici qui était donnée, hein, notre masse qui était donnée, qui était de 0,0120 grammes. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à calculer? On veut calculer le nombre de moles. On va par la suite calculer la vitesse, et voilà. On a toujours notre temps. On le veut en moles par seconde, donc on va tout de suite, hein, on a déjà calculé notre temps en secondes. Alors, il nous reste à transformer avant, avec le tableau périodique, notre quantité de grammes en mol, trouver sa correspondance en mol. Ce n'est pas de la stoichiométrie qu'on va faire ici, on va tout simplement aller voir dans le tableau périodique. Donc, une mol correspond pour le magnésium à 24 grammes. Nous aurons donc une quantité en mol qui va correspondre à 5,00 par 10 à la moins 4 mol. Et pour avoir notre vitesse, toujours de la transformation du magnésium, mais cette fois-ci en mol par seconde, il nous reste à diviser par notre temps en secondes, ce qui va nous donner une vitesse de 1,85 par 10 à la moins 6 mol par seconde. Un autre exemple ici, qui va ressembler à un laboratoire que vous allez faire ou que vous avez déjà fait. Alors, c'est l'exemple G. Le dihydrogène gazeux qui s'échappe du milieu réactionnel de l'exemple F qui est recueilli et mesuré par le déplacement d'eau toutes les 30 secondes. Alors, les résultats des mesures du volume sont compilés dans le tableau. On vous demande de calculer la vitesse de production du dihydrogène gazeux en millilitres par seconde. Bien entendu, c'est une vitesse moyenne que nous allons obtenir. On peut l'ajouter parce que c'est un grand écart de temps que nous allons trouver. On va voir de toute façon cette notion-là dans quelques secondes, la notion de vitesse moyenne et de vitesse instantanée. Ça va être à peu près la même définition que nous avons vue déjà en physique. Alors, calculez la vitesse de production du dihydrogène gazeux en millilitres par seconde. Construisez le graphique du volume par la suite de gaz produit en fonction du temps. Allons voir les tableaux. On nous a déjà donné dans l'exemple du tableau. Dans l'exemple du numéro, dans l'exemple, G, on nous a déjà donné le tableau. Alors, à toutes les tranches de 30 secondes, la personne qui recueille le dihydrogène, en fait, là, regardez, c'est du magnésium qui réagit avec l'acide chlorhydrique. Et ce que ça nous donne un sel ici, et ça nous donne la production de dihydrogène. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans le temps? On a, avec une burette à gaz, identifié le volume de dihydrogène qui était formé, donc à chaque tranche de 30 secondes. Donc, le temps varie de 30 secondes à chaque fois, 30, 60, 90, 120, 150 et ainsi de suite. Et nous avons le volume, c'est normal, le volume augmente de dihydrogène formé et dans le temps, petit à petit, sa quantité va diminuer, donc parce qu'il y a de moins en moins de réactifs présents. Donc, dans le temps, là, si vous regardez l'écart, ici au début, on a 7 millilitres qui se sont formés. Ensuite, on en a un 7. Et ensuite, on en a 5 et ainsi de suite. Donc, dans le temps, ça va varier. Ça va nous donner, en fait, au niveau du graphique, une courbe. Alors ici, on nous demande, parce que, je le répète, là, on a du magnésium qui réagit avec l'acide chlorhydrique. Donc, on se concentre sur la formation. En laboratoire, on peut juste aller chercher, avec la burette à gaz, la quantité de dihydrogène formée. Alors, si c'est une mise en situation de laboratoire, c'est bien entendu qu'on va aller juste chercher les quantités, soit de réactifs qu'on est capable de calculer, qui ont été transformés, ou plutôt les quantités d'un produit qui a été formé, qu'on est capable de mesurer. Alors ici, dans cette expérience-là que vous allez faire ou que vous avez fait en laboratoire, alors nous, ce qu'on était capable de contrôler, c'est la quantité de dihydrogène que nous étions capables d'aller chercher. Avec la burette à gaz, on n'était pas capable d'aller chercher la quantité de sel en solution qui était formée. On n'était pas capable non plus d'aller identifier la quantité, la concentration de l'acide qui diminuait dans le temps. Puis, on n'était pas capable non plus d'arrêter notre réaction dans le temps pour aller calculer la quantité de magnésium qui nous restait après un certain temps. Donc, ce qui était le plus facile à ce moment-là, c'était d'exprimer cette vitesse-là, de cette réaction-là, en fonction de la formation du dihydrogène qui s'était formé. Alors, on va le spécifier, on va le préciser. Mais ici, comme nous allons utiliser des valeurs pour cet exemple-là,
qui correspondent à un très, très grand laps de temps. Donc, nous avons combien de millilitres au total de dihydrogène qui a été formé? Nous en avons 40. Et ça s'est formé dans un temps total de combien? Mais regardez, on a cette quantité-là lorsque nous sommes rendus à 270. Alors, à ce moment-là, ça nous donne ici quand même une vitesse qui est moyenne parce que l'écart de temps y est très grand. Donc, c'est la vitesse moyenne de formation du dihydrogène, ce qui va correspondre à 0,15 millilitres par seconde. Ensuite, on nous demande de faire le graphique. En passant, votre graphique, c'est sûr que l'axe, là, je l'ai pris sur Google, mais l'axe des X devrait être superposé à la dernière petite case ici, là. Puis l'axe est quand même grassouillet, là. Mais bon, on va placer notre temps ici. Donc, le temps qui va être en secondes. Et nous allons placer sur l'axe des Y, nous allons placer notre quantité. En fait, ça revient à votre labo. Nous allons placer notre quantité, qui est le volume, de dihydrogène, on va le préciser, et qui était en millilitres. Donc, c'est ce que nous avons. Le titre, si on avait à écrire le titre, en fait, c'est le volume de, regardez dans votre tableau, c'est l'hydrogène qui a été formé. Donc, de dihydrogène qui est formé, parce que c'est un produit, en fonction du temps. Donc, en fonction du temps. Alors, ce serait un beau titre pour notre tableau. Ensuite, vous pouvez graduer comme vous voulez, mais moi, je vais sauter par petits paquets de 10, mais je vais juste aller identifier pour pas trop alourdir. Je vais juste aller identifier, en fait, à chaque paquet de 30 pour pas que ce soit trop lourd. Donc, vous allez retrouver cette graduation-là. Donc, en fait, on saute à chaque 10 petits paquets de... Chaque petit intervalle vaut 10 secondes. Alors, vous allez retrouver ceci. Et voilà, prenez le temps de graduer. Et on va terminer justement au bout, là. La flèche ne va pas au bout, mais on peut s'ajouter un petit... donc, on a 240 ici. Un petit carré ici. Donc, on arrive à 270. Pas grave, là, vous pouvez l'ajouter avec la règle. Donc, je vais m'ajouter un petit segment ici. Oups. Donc, on va revenir à ça. Donc, on va s'ajouter un petit segment qui va partir en fait d'ici. Bon, une autre division, si vous aimez mieux. OK, donc, vous avez ici, en fait, ça correspond à notre, on va rallonger le tout, ça correspond à notre 270 secondes. Et par la suite, pour l'axe des Y, en fait, vous pouvez sauter à chaque petit 4 petits carrés, mais le premier, il est ici, là. C'est parce que l'axe n'a pas commencé correctement. 1, 2, 3, 4. Donc, vous pouvez écrire votre nombre de millilitres, mais sauter en petits paquets de 5. 1, 2, 3, 4. On aurait pu aussi diviser autrement. 1, 2, 3, 4. On va utiliser au moins le 2/3 de notre graphique. C'est ce qu'on nous demande de faire. On met aussi nos petites démarcations, nos petits repères. 1, 2, 3, 4. On peut aller on va aller jusqu'à 40. 1, 2, 3, 4. Donc, vous allez avoir 35. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 1, 2, 3, 4. 40. Est-ce que ça a de l'allure? Oui, ça a de l'allure. Donc, c'est ceci. Alors, par la suite, il nous reste à placer les points. En fait, en plaçant les points, donc, moi, je vais y aller comme ça, à main levée, là. Vous aviez le 30 qui correspond au 7, donc un petit peu plus bas. Ensuite, vous aviez il y avait le point 00. Vous aviez le 60 qui correspondait au 13. En fait, ce que je vais faire, je vais aller tout de suite écrire l'extrême, mais prenez le temps de le terminer. 270, on est rendu vis-à-vis 40. Alors, ce que vous allez faire, tout simplement, vous allez remarquer qu'en reliant les points, ça nous donne une courbe
qui va aller comme ça, et c'est tout à fait normal puisque c'est un produit qui se forme. Rappelez-vous, au tout début de ce cours, on avait un graphique qualitatif, justement, qui nous montrait la courbe des réactifs, la courbe des produits. Alors, c'est tout à fait normal. Et dans le temps, la réaction est de moins en moins capable de produire rapidement du dihydrogène parce qu'il y a de moins en moins de réactifs présents dans le système. Alors, c'est pour cette raison-là que nous avons une diminution dans le temps qui se fait de la formation de dihydrogène. Vous êtes rendu maintenant sur la page 7. La page 7, c'est d'autres exemples en fait. Et ensuite, on va aborder la notion de vitesse instantanée et de vitesse moyenne. En fait, ça a déjà été abordé en physique. Alors, nous avons l'exemple H. C'est une réaction entre une solution de dibrome aqueux et une solution d'acide formique aqueux qui se produit au début de la réaction. La solution est de couleur brun foncé et la concentration du dibrome est de 0,0120 mol par litre à mesure que le dibrome est consommé. La solution s'éclaircit, puis au bout de 5 minutes, donc les valeurs que nous avons besoin, c'est ça, elle est de 0,042. Calculer la vitesse de réaction du dibrome aqueux en mol par litre par seconde. Nous allons donc poser notre problème. On n'a pas besoin de faire de la stoichiométrie. Ce qu'on nous a donné, en fait, c'est la concentration initiale de notre brome qui était égale à 0,0120 mol par litre. On nous a donné sa concentration après le temps, donc après le 5 minutes. Donc, on va pouvoir calculer ce qui a vraiment réagi. Et voilà. Ensuite, nous avons le temps qui a été donné, qui est en minutes. Comme on nous demande en mol par litre par seconde, on peut tout de suite faire fois le 60 pour avoir notre 300 secondes. Hein? Donc, on sait que nous avons... pardon. Petite erreur. Je voulais écrire mon traitement d'unité pour être correct, là. Je me suis trompée. Donc, nous savons que dans une minute, il y a 60 secondes. Donc, vous allez avoir votre temps en secondes. Par la suite, on peut aller calculer notre écart au niveau de notre quantité qui est exprimée en concentration. Donc, la vitesse du brome de transformation du brome va être égale, donc calculer en valeur absolue, là, votre concentration, variation de votre concentration de votre brome et divisé par votre temps, par le temps qu'on nous a donné. Alors, nous avons toujours en valeur absolue 0,042 mol par litre moins notre 0,0120 mol par litre. Le tout divisé par 300 secondes. Donc, nous aurons une vitesse pour notre brome qui va être égale à 2,6 par 10 à la moins 5 mol par litre. Les litres sont multipliés par des secondes. En fait, c'est des mols par litre divisé par des secondes, mais ça revient à écrire des mols par litre multipliés par des secondes. Traitement des unités, si vous ne le voyez pas, je vous le fais ici, là. Mol sur litre sur seconde. Ça donne combien? Mais seconde, c'est comme une fraction qui était sur 1. Alors, divisé par une fraction revient à multiplier par l'inverse. Donc, mol par litre reste là. On inverse la fraction, ça fait ceci. Et voilà, c'est pour cette raison-là que nous avons des mols et en dessous des litres qui multiplient des secondes. Alors, c'était la vitesse de transformation de notre brome. Ensuite, bon, ça c'était un exemple que je vous ai donné, hein? On apprend par l'exemple. Maintenant, la notion, c'était mon équation, j'aurais dû faire mon calcul ici, je m'en excuse. Ensuite, notion de vitesse moyenne et vitesse instantanée d'une réaction. Alors, nous avons la notion de vitesse moyenne déjà qu'on avait déjà abordée en physique. Dans la vitesse moyenne, on sait que l'écart de temps y est grand. Et on sait aussi, hein, on l'a vu en physique, si nous avions à calculer, par exemple, une vitesse moyenne dans un graphique, donc supposons soit d'un réactif, peu importe, ou d'un produit qui s'est transformé ou qui a
qui a été formé. Donc ici, admettons un produit qui s'est formé dans le temps. Alors, votre quantité, vous avez votre temps, je le fais qualitatif. Alors, pour calculer une vitesse moyenne, ben, il faudrait tout simplement aller trouver, je vais le faire en bleu, la pente de la séquente, donc qui est une droite. On aurait à ce moment-là un écart de temps qui est grand, un grand delta t. Donc, si vous avez une vitesse moyenne à calculer, une vitesse moyenne veut dire tout simplement que vous avez, ça implique que l'écart de temps il est très, très, très grand, il est grand. À ce moment-là, la vitesse moyenne correspond à quoi? Elle correspond au calcul de la pente, cette fois-ci, de la séquente. Donc, c'est un rappel, hein, on a vu ça de long en large en physique. Même chose pour la vitesse instantanée. La vitesse instantanée, si je reprends, on va faire à main levée un petit graphique. On avait vu ces graphiques-là en physique. Alors, encore là, si je prends une courbe qui nous montre la formation d'un produit, alors la quantité, le temps, alors la vitesse ici qui va être instantanée, ben, elle va correspondre à un delta t qui va tendre vers 0, donc très petit. Alors, c'est en un point précis, mais il nous manquait des outils mathématiques. Alors, on avait fait appel à la tangente. Alors, on se dessine une tangente et la tangente à la courbe, on va pouvoir calculer sa pente. Et voilà. Donc, la pente de la tangente, tout simplement, va nous donner une vitesse instantanée. Nous avons maintenant un petit exemple. Et là, c'est vrai que c'est le dernier. C'est la page 8 que vous avez entre les mains. Alors, c'est une réaction hypothétique. On nous a donné un graphique. Alors, le A, c'est un réactif. Le B et le C sont des produits. On nous a donné aussi que la vitesse instantanée, on veut la calculer à exactement un temps de 10 secondes. On nous a donné un tableau, on va aller voir ça, et un graphique. Donc, tout est donné. Le graphique a été fait à partir du tableau qu'on a ici. Ça nous a donné ici, c'est la concentration de C en fonction du temps. Mais on n'oublie pas le C, c'est quoi? Ici, dans cet exemple-là, c'est un produit. C'est un produit qui a été formé. C'est pour ça que nous en avons dans le temps de plus en plus. Mais on peut voir, si on avait à tracer des tangentes à la courbe, hein, la pente d'une tangente, ici, va nous donner une vitesse. Et on peut voir que l'inclinaison de cette tangente-là diminuerait. Donc, la vitesse dans le temps diminue. C'est normal. On a de moins en moins de produits qui vont se former puisque nous avons de moins en moins de réactifs présents. Et par conséquent, les petites molécules vont avoir de la difficulté à se retrouver dans le système pour former les produits. Donc, c'est pour cette raison-là que nous allons avoir une diminution de la vitesse dans le temps. Mais ici, on nous demande de calculer la vitesse de formation donc la vitesse moyenne dans un premier temps et la vitesse instantanée. On va commencer par la vitesse moyenne. Au niveau du temps, c'était le 10 secondes. Alors, la vitesse moyenne, on ne le voit pas très bien. Ah, en passant, la vitesse moyenne, c'est pas vrai, je reviens dans mon énoncé de question. La vitesse moyenne, on la voulait. Donc, dans ce graphique, la pente de la séquente détermine la vitesse moyenne de la réaction. La pente de la tangente tracée sur une courbe de concentration en fonction du temps représente la vitesse instantanée de la réaction. Calculer la vitesse moyenne pendant les 5 premières secondes. Puis la vitesse instantanée, ils la veulent à 10 secondes. Alors, la vitesse moyenne, on va aller dans les 5 premières secondes. La tangente est déjà tracée. Pas la tangente, mais la séquente est déjà tracée. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur votre document. Alors, la séquente, on n'aura pas à la tracer, elle est déjà donnée. Nous avons juste à tracer, elle est en rouge. Donc, nous avons juste à calculer la pente, hein? La vitesse moyenne, c'est la pente de la séquente, elle est déjà calculée. Alors, pour ce grand temps-là qui est en fait 5 secondes, on va aller calculer ça, c'est 5 secondes. Maintenant, nous avons besoin de connaître notre quantité. Ici, c'est notre écart de la concentration, des concentrations, de notre C. Alors, c'est ce qu'on a besoin de connaître. Alors, c'est un écart de concentration sur un écart de temps. Une variation des concentrations sur une variation de temps, c'est le calcul, en fait, de la pente de notre
séquente. Les couples que je vais utiliser, en fait, c'est ce couple-là ici, le couple 0,0, donc 0 secondes et 0 mol par litre. Et ici, je vais utiliser le couple 5 secondes et c'est environ, là, on ne le voit pas bien, 3,1 par 10 à la moins 3 mol par litre. Alors, je vais utiliser tout simplement le calcul de la pente. 3,1, mon Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Je suis allé un petit peu trop vite, je vais l'effacer là, pour mon temps. Je vais vous le montrer. Alors, je vais faire mon 3,1 par 10 à la moins 3 mol par litre, moins 0, mol par litre, divisé par le temps qui était mon temps de 5 secondes, moins 0 secondes. Alors, ce qui va nous donner une vitesse moyenne de 6,2 par 10 à la moins 4 mol par litre seconde. La vitesse instantanée maintenant, la vitesse instantanée, c'est la pente de notre tangente qui est déjà donnée. Alors, la vitesse instantanée, toujours de la formation de notre produit qui est C. Alors, je vais aller prendre 2 points. On pourrait prendre 2 points quelconques de la tangente. La tangente, elle est ici. Je vais prendre celui-ci à l'extrémité. En fait, il va correspondre au même là, que j'ai écrit. Et je vais prendre ce point-là ici, on va l'ajouter. Alors, ça va être le temps 15 secondes. La concentration est un petit peu plus difficile à lire, mais c'est environ 5,4. Vous pouvez prendre votre règle, là, vous allez voir 5,4 par 10 à la moins 3. Vous allez me demander où je prends ça, les 10 à la moins 3. Mais en fait, regardez comment est gradué votre axe. Vous avez ici le fois 10 à la moins 3. Ben, pas comment il est gradué, mais comment il est identifié. Donc, au lieu d'avoir écrit des 1 par 10 à la moins 3, 2 par 10 à la moins 3, ça alourdit l'axe. Alors, on l'a écrit dans le titre de l'axe. Ensuite, ben, il nous reste à calculer la pente de notre tangente. Alors, on va procéder de la façon suivante. 5,4 par 10 à la moins 3 mol par litre, moins le 3,1 par 10 à la moins 3 mol par litre, le tout divisé par notre temps qui est 15 secondes moins 5 secondes. Nous aurons à ce moment-là un 2,3 par 10 à la moins 4 mol par litre seconde. Alors, c'est cette quantité-là qui a été formée pendant à 10 secondes. Exactement, c'était la vitesse de formation de notre produit C à un temps de 10 secondes. Alors, si vous avez des questions, allez sur Facebook Patiosciences. Si vous avez besoin de ce document, allez sur le site internet patiosciences.com. Ce document se retrouve en PDF. Alors, bonne étude.